Bonjour. Avant de débuter la présentation, nous vous invitons à nous faire parvenir vos questions et celles-ci seront répondues à la toute fin. Notez qu'il est préférable de ne pas attendre à la fin de la présentation pour nous les faire parvenir car nous voulons nous assurer d'avoir le temps d'y répondre. De plus, la webdiffusion d'aujourd'hui sera disponible 24 heures après l'événement. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Luc Guillot. Je suis associé en service conseil chez Mallette et je vous souhaite la bienvenue à cette présentation de nos 4 associés directeurs régionaux qui traitera des éléments essentiels à la relance efficace de votre entreprise suite à la pandémie. Je me permets de vous donner quelques mots sur le réseau Mallette qui vous présente aujourd'hui ce webinaire. Réseau Mallette, c'est environ 300 membres un peu partout au Québec qui se rencontrent lors d'activités et de formations qui leur permettent d'échanger sur leurs enjeux et stratégies d'affaires afin de toujours d'être de plus en plus efficaces. Alors, si vous avez de l'intérêt à joindre le réseau Mallette, je vous invite à visiter le site www.réseaumallette.ca. Nous avons reçu énormément de questions de votre part lors de l'inscription en ligne. Nous en avons tenu évidemment compte lors de la présentation et nous espérons que vous aurez plusieurs réponses à ces dernières. Et lors aussi du webinaire, vous avez accès à une fenêtre de discussion à laquelle j'aurai accès et je pourrai vous lire tout au long de la discussion. Et à la fin, j'aurai une période de questions-réponses avec nos présentateurs. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Sans plus tarder, je vous présente nos 4 intervenants. Il s'agit de M. Mario Bédard, qui est associé directeur de la région de Québec-Mauricie et également président du conseil d'administration de Mallette. M. José Arsenault, associé directeur de l'Est du Québec. M. René Benoît, associé directeur du Grand Montréal, et ainsi que M. Martin Simard, associé directeur de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à M. Mario Bédard. Merci d'être là et bonne présentation. Bonjour tout le monde. Merci, Luc. Bienvenue à ce webinaire. Si je veux commencer par expliquer un petit peu qui est Mallette, je demanderais peut-être à voir la première slide. Donc, comme Luc disait, Mario Bédard, je suis associé directeur de la région de Québec-Mauricie et président du conseil d'administration. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes 3 collègues associés directeurs par région. Juste pour vous rappeler, Mallette, en tant que tel, c'est un bureau de 1000 employés qui est réparti, comme vous voyez sur le document, dans 30 bureaux au Québec. On est le 5e plus grand cabinet au Québec. Les associés qui vont m'accompagner aujourd'hui sur la présentation, José Arsenault, qui est en charge de l'Est, donc sur la carte du Québec, vous voyez de l'Apocatière à Sept-Îles, des 2 côtés du fleuve, c'est la responsabilité de mon ami José. Du côté de Sacré-Cœur à la Tuque et tout ce qui est au nord du Québec, on a Martin Simard qui est responsable du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Et ensuite, René Benoît s'occupe de nos bureaux de Saint-Hyacinthe, Terrebonne et Saint-Jérôme. Comme vous voyez, on n'a pas de bureau directement sur l'île de Montréal. Par contre, avec nos 30 places d'affaires, 1000 employés, on est le 5e plus grand cabinet au Québec. On est un cabinet de PME, un service de proximité. Et comme service essentiel, on a pu rester en place durant le COVID-19. On est un bureau aussi 100% québécois. Donc, quand on parle de panier bleu d'Achat Québec, bien, ça nous touche aussi, c'est proche de nous. Dans le document suivant, vous voyez l'avion, puis on construit l'avion pendant qu'il vole. Au début du COVID, un journaliste ou quelqu'un qui a dit ça à quelque part et on trouvait que ça rentrait très bien à Mallette, un bureau de comptable. En tant que tel, nous, au mois de mars, le 12 mars, on est à 40 000 pieds dans les airs, on est à 850 km/h, on est dans notre période très, très, très active et à un moment donné, il arrive des turbulences énormes et on doit reconstruire ou construire notre avion ou tout changer. Alors, on a pris des décisions importantes. On est quand même heureux de ce qu'on a fait. Ça a bien été, mais il reste que le 12 mars, on a décidé d'aller en télétravail. Aller en télétravail, on était chanceux parce qu'on était équipés pour le faire pour la majorité de nos employés, mais il reste que c'était un changement important. On a aussi pris la décision de créer cette même journée des cellules de crise. La première cellule de crise, c'est les 4 personnes qui vont vous parler aujourd'hui, les 4 associés directeurs. On se parlait 2 fois par jour, à tous les matins, à tous les soirs, pour s'assurer que la construction de notre avion, les changements soient uniformes partout au Québec et soient bien réfléchis. Rapidement, on a fait des cellules de crise aussi régionales
Et encore en date d'aujourd'hui, nos cellules de crise régionales se parlent à peu près tous les jours et notre cellule de crise provinciale se parle tous les jours à 15 heures pour faire le point et s'assurer de s'ajuster le plus rapidement possible. Autre décision importante qu'on a prise dès le début, après que nos employés soient en télétravail, fut de conserver 100 % de nos employés à notre emploi. On savait qu'on aurait une diminution de travail parce que les rapports d'impôts étaient retardés, parce que les entreprises étaient fermées, mais on a gardé 100 % de nos employés au travail en diminuant leurs tâches. Ça permettait aux gens d'avoir plus de temps pour s'occuper de leur famille avec les garderies fermées, les écoles fermées, mais on gardait le contact. Je me fier de dire que 100 % de nos employés étaient présents pour répondre à 100 % de nos clients. Donc, il y avait un lien qui était conservé. Dans un bureau de professionnel comme chez nous, le lien entre le client et les ressources est très important, donc on l'a gardé. Ensuite, on a finalement formé d'autres comités. Dans la page suivante, vous voyez 4 comités qui ont été formés. Comité fiscalité, comité service conseil, ressources humaines et webinaire par le réseau Mallette que Luc vous a parlé tout à l'heure. Donc, le premier comité, comité fiscalité, l'importance de ce comité-là était de produire à chaque jour des bulletins fiscaux en fonction de ce qui était annoncé par les différents paliers de gouvernement. Donc, si vous êtes dans notre mailing list, vous recevez régulièrement des bulletins fiscaux qui sont produits très rapidement. Si vous n'êtes pas dans notre mailing list, je vous invite à aller voir le site mallette.ca. Tout ce qui a été produit depuis le 12 mars est facile de consulter. Ensuite, on a eu notre comité service conseil qui a été mis en place pour faire ce qu'on appelle des conseils aux entrepreneurs pour un peu vulgariser tout ce qui était mis en place par les différents paliers du gouvernement. On a créé un comité ressources humaines qui s'occupe et de nos ressources humaines et des possibilités pour nous d'aller chercher des modes de subvention, penser aux 100 millions qui étaient mis en place pour la formation, et aussi aider nos clients. Et le dernier webinaire, et non le moindre, le réseau Mallette a décidé de faire des webinaires. Aujourd'hui, c'est le 4e webinaire pour informer nos relations d'affaires et nos clients dont vous faites partie. Donc, ces 4 cercles-là ont très bien fonctionné et on est très fiers. Ensuite, dans la page suivante, une belle piste d'atterrissage. Ça nous amène au sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, comment ça va être après COVID-19 et comment on fait atterrir. Comme tout avion, on veut qu'elle atterrisse en douceur. Comprenez que l'avion que l'on a maintenant n'est pas le même que lorsqu'on est parti en janvier. Beaucoup de transformations. On a créé le télétravail. Le logiciel aujourd'hui qu'on se sert, Teams, pour faire cette présentation-là, on est beaucoup plus apte à l'utiliser qu'on l'était il y a 2 mois. Donc, il y a eu beaucoup de changements. Il va y avoir beaucoup de choix à faire. Il y a beaucoup de choses à penser pour faire en sorte que notre avion atterrisse le plus doucement possible ou le plus en douceur possible dans les semaines et les mois qui viennent. Là-dessus, je vais laisser la parole à José Arsenault, associé responsable de l'Est du Québec, pour vous parler du sujet d'aujourd'hui, donc l'atterrissage de notre avion. Merci. Merci, Mario. Alors, je suis bien content d'être avec vous tous aujourd'hui à travers le Québec d'ici de Rimouski. Alors, j'aurais le goût de commencer le bout de ma présentation avec une réflexion que vous pouvez voir à l'écran. La réflexion qu'on va faire ensemble pour amorcer les échanges serait la question suivante, c'est que dorénavant, comme vous pouvez le voir pour les entreprises, le contexte d'affaires est changé à jamais. Toutefois, l'objectif d'affaires demeure de créer de la valeur, bien, ça demeure. Ça ne changera jamais, malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré l'environnement qui nous bouscule, créer de la valeur va demeurer. Je tiens à rappeler, Mario l'a présenté tantôt, le bureau tel qu'on est chez Mallette. On est également des entrepreneurs. On mène une entreprise avec plus de 1000 employés, un paquet de places d'affaires. On gère vraiment toute cette entreprise-là. Donc, on est vraiment en business comme la grande majorité d'entre vous aujourd'hui. Je voudrais revenir peut-être un petit peu là, sur le point de créer de la valeur, peut-être donner 2 ou 3 pistes de ce côté-là, créer de la valeur. Si on met des mots là-dessus, là, ça peut être bien général, là, mais les marges bénéficiaires qu'on est habitué de faire, ça crée de la valeur, on génère des profits. C'est un bon exemple de création de valeur d'une entreprise qu'on recherche tout le temps, qu'on va vouloir retrouver également. Toute la question des plus-values. Les plus-values sur les actifs tangibles, une compagnie qui est dans la promotion immobilière ou dans un parc immobilier, bien, cherche à ce que ces actifs tangibles prennent de la valeur avec le temps. C'est un autre élément de prise de valeur. La même chose avec les actifs intangibles, des brevets, des marques de commerce.
Donc, on cherche à ce que notre entreprise continue sur le côté de la création de valeur également de ce côté-là. Et également la question des avantages concurrentiels. Les avantages concurrentiels, c'est souvent ce qui va faire qu'on va générer des flux financiers qui sont plus intéressants qu'un concurrent, qui est souvent là, associé à une découverte ou à la mise en place d'un procédé technologique, peu importe, plus rapidement que nos concurrents, et qui est souvent conditionné par le temps, donc le délai d'action qui nous permet plus rapidement de se démarquer. Si on passe à la page suivante, vous allez voir un peu qu'est-ce qui change un peu là, dans la vie d'aujourd'hui pour les entrepreneurs, la nouvelle réalité. Simplement vous faire réfléchir encore une fois sur des éléments, je pense, qui pourraient être essentiels à la réflexion que vous allez faire ensemble avec nous aujourd'hui sur les éléments à prendre en considération pour relancer votre entreprise. Donc, vous voyez, les entreprises devront s'adapter à un nouveau contexte d'affaires. Je ne vous apprends rien, c'est certain. Je mets quelques éléments en relief là-dedans. Le type d'entreprise. On entend parler depuis quelques semaines d'entreprises essentielles. On entend parler d'entreprises prioritaires là, qui ont la possibilité de se relancer. Donc, les entreprises essentielles, ils ont été touchées quand même à travers le COVID, on s'entend bien. Mais les gouvernements ont fait attention pour préserver toute leur chaîne d'approvisionnement, tout ce qui entoure une entreprise essentielle, principalement dans le domaine alimentaire, la santé, le transport, donc tout ce qui est essentiel à faire tourner ce qui devait encore bouger. Il y a quand même eu des actions de prise pour être certain que la chaîne d'approvisionnement demeure. Les entreprises prioritaires qui se sont fait annoncer la semaine passée qui pourraient relancer leurs activités. On va comprendre rapidement la construction dans certains contextes. Les centres jardins, qui est un autre exemple qu'on peut donner. Tant qu'elles doivent composer quand même avec beaucoup de contraintes. Ce n'est pas nécessairement toutes les chaînes de production, d'approvisionnement qui sont en place, le retour des employés, de ramener les gens au travail avec tout le contexte qu'on connaît. Donc, c'est une ouverture partielle de l'économie qui va amener son lot d'éléments à considérer. On va en aborder plusieurs aujourd'hui avec vous. Les autres, ceux qui ne sont pas encore prioritaires, sont quand même, je pourrais dire, il y a un facteur de chance autour de ces entreprises-là. On va avoir la grande chance d'observer ce qui se passe, de regarder comment les entreprises qui ont commencé à se relancer, quels défis font face, ils vont pouvoir apprendre rapidement des éléments qu'ils vont pouvoir utiliser par la suite, quand ça sera rendu le tour de ces entreprises-là, de prendre les actions pour se remettre en route. Il y a également, vous voyez, la COVID là, qui va nous influencer définitivement pour le reste de la vie, je pense, des entreprises. Je pense qu'il faut prendre au sérieux les trois éléments là, que je veux vous présenter ce matin. L'aspect sanitaire. L'aspect sanitaire du point de vue de nos RH et des clients. Donc, c'est l'aspect humain vraiment de la chose. C'est devenu un incontournable pour les entreprises. C'est impossible de penser aujourd'hui de piloter une entreprise sans avoir en tête toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place, mais surtout toutes les craintes que nos employés ont pu avoir relativement au contexte de la COVID. J'ajouterais l'élément de la traçabilité. Donc, on comprend là de plus en plus le va-et-vient des biens, des services, des choses, du personnel. De plus en plus, les entreprises vont devoir réfléchir à si les intrants viennent de où. Je suis assuré de la qualité des choses, du sanitaire, peu importe. Puis, je suis capable de confirmer lorsque je vais sortir mes produits au bout de la chaîne, de donner une assurance encore plus grande à mes clients relativement à cette situation-là. Je pense que c'est un avantage concurrentiel que les entrepreneurs vont pouvoir développer. Ceux qui vont travailler encore plus sur ces choses-là vont être capables d'affirmer une plus grande sécurité relativement à la traçabilité des produits qui mettent en route, qui mettent en marché. Toute la question du monde virtuel, c'est plus un choix. Il a fallu sauter dedans. Là, c'était la marmite de potions magiques qu'on avait la chance de sauter. Donc, on a mis un pied, 2 pieds, puis on s'est trempé au complet. Et on vit avec ces changements-là, puis qui nous font évoluer vraiment. Moi, je considère ça comme un tremplin maintenant. La COVID nous a mis les 2 pieds sur le tremplin. Et c'est à nous de se propulser le plus loin possible avec le monde virtuel. Il faut quand même
retenir avec le dernier élément, là, la conséquence, là, de dire, ben oui, non, là, c'est une bonne pratique pour un entrepreneur de regarder un peu ce qui se passe quoi dans son environnement d'affaires. C'est qu'est-ce qui bouge aux alentours. Là, tout bouge. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment là, rester branché parce que l'environnement d'affaires va demeurer instable pour vraiment une longue période, selon moi. Si on veut vous amener un peu plus dans le pratico-pratique, à la page suivante, on vous a préparé un petit cadre d'analyse, je dirais, là, quelque chose que tout le monde devrait être capable de se retrouver. C'est un graphique qu'on a voulu là, simplifier, là, le mettre dans sa plus simple expression, mais qui va permettre à chacun d'entre vous de s'y retrouver et de se poser les bonnes questions. C'est la trame un peu du reste là, du webinaire. On va aller creuser un petit peu plus à chaque endroit des éléments pour vous permettre de mieux réfléchir et d'accrocher vraiment les éléments qui sont propres à votre domaine d'affaires, à votre entreprise. Donc, c'est un cadre de réflexion. Vous voyez à l'horizontale le cycle des opérations d'une entreprise qui est réellement simplifié. Donc, toute entreprise, évidemment, est là pour offrir, développer des services, pour concevoir des biens, mettre ça en marché, faire la vente comme telle, fournir, livrer, là, amener les biens, les services à nos clients, à nos consommateurs, de facturer tout ça et de recouvrer. L'histoire, là, on a mis ça là, à quelque chose qui va nous permettre de bien travailler ce matin, quand même de garder les deux pieds bien à terre. Vous voyez, à la verticale, c'est que tous ces éléments-là, dans ce cycle d'opération, sont conditionnés par trois choses. La technologie, puis que je viens de vous le dire, la technologie, là, ayant en tête, là, à partir de maintenant, c'est des opportunités. Donc, à chacun des endroits, là, lorsqu'on vient le temps d'offrir ou développer, concevoir des biens, bien, il y a de la R&D. Il y a des éléments technologiques qu'on a dans nos chaînes de production. Il y a des éléments technologiques, c'est clair là-dedans. La deuxième, les ressources humaines, tout au long de nos processus. Donc, tout au long là, de ce cycle d'opération-là, les ressources humaines sont présentes, notre équipe de mise en marché. Au niveau de la facturation, on va aller plus, dans un sens plus large, le support administratif qu'on a dans notre organisation. Donc, on a vraiment cet élément-là, il touche à tous les éléments, y compris le recouvrement de la trésorerie au bout du fil. Et la question des processus, donc la question des processus bien, qui est drôlement évidente, de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre entreprise. Je reviens un petit peu sur l'aspect RH là, qui est présenté là-dedans. Je vais tout de suite dans le mille. Là. On va avoir un enjeu de santé et sécurité au travail. On en a toujours eu un, mais à partir de maintenant, on en a un. Et je vais simplement sur la question de la perception de sécurité comme entrepreneur qu'on doit donner à nos employés et à nos clients. On se comprend bien qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas juste une question de perception. Il faut vraiment que ce soit réel, toute cette question-là de sécurité qui est dans nos entreprises. Et la question des processus, les opportunités qui peuvent se présenter rapidement là-dedans, toute l'intégration du télétravail et de simplifier les opérations. On s'est rendu compte qu'on était capable, dans un moment où l'activité était au ralenti, d'être capable de fonctionner quand même pour ceux et celles qui étaient dans les entreprises encore en action. Alors, je pense qu'il y a moyen de pousser plus loin un peu et d'aller encore mieux. Alors, je serais rendu à demander à mon ami René Benoît de vous introduire plusieurs éléments spécifiques dans chacun de ces points-là du cycle des opérations. Donc, bonjour tout le monde. Donc, l'après-COVID, l'avènement du COVID comme tel fait en sorte que les entreprises vont être en transition. L'après-COVID va se faire en deux étapes, selon moi. Il y a eu l'étape de la distanciation sociale et maintenant, tu vas avoir l'étape un peu du rapprochement là, au niveau de la socialisation. C'est sûr que ça va se faire tranquillement et bien sûr, dans la mesure où lorsqu'on va avoir un vaccin qui va être découvert, bien, on va revenir à ce moment-là à un processus un peu plus complet de socialisation. Donc, ça va se faire progressivement là, dans le temps. Ce que ça m'amène à avoir une réflexion, c'est au niveau des entrepreneurs. On veut offrir, autrement dit, des services, on veut développer, on veut concevoir.
avec le contexte de la COVID-19, c'est sûr qu'il y a des réflexions. Fait que j'ai voulu sortir un petit peu les interrogations que les entrepreneurs doivent se poser au cours, autrement dit, des prochaines semaines. Dans un premier temps, on a mis en place, autrement dit, le questionnement concernant c'est qui nos clients. Nos clients, autrement dit, si je me positionne comme par exemple une épicerie, c'est certain que les clients, bon, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. Par contre, si vous avez remarqué, il y a un certain phénomène qui est arrivé avec la COVID, la commande en ligne. La commande en ligne est passée, lorsque je parlais avec un de mes clients, c'est un épicier dans une grande bannière, et lui, il est passé de faire à peu près une quinzaine de livraisons par semaine à au-dessus de 300. Donc, ça remet en perspective un petit peu l'opération, mais ça remet aussi à voir comment je vais atteindre cette clientèle-là. Est-ce que c'est des 18-30? Est-ce que c'est des gens de 70 ans et plus? Donc, il faut se questionner, autrement dit, sur mes habitudes de mes clients sont devenues quoi maintenant? Donc, il faut peut-être revoir et faire une étude de marché, autrement dit, pour voir le comportement de notre client. Il a changé. Donc, comment je peux mieux le rejoindre maintenant? L'autre questionnement que les gens devraient se poser, les entrepreneurs, c'est au niveau, mes fournisseurs sont-ils toujours en activité? Pour différentes raisons, il peut y avoir des pénuries, en fin de compte, d'approvisionnement, soit par un manque de main-d'œuvre, un manque de produits, tout simplement, le moyen de transport pour arriver, autrement dit, au niveau de la livraison. Je parlais l'autre jour avec un distributeur là, dans le domaine de la semence auprès là, qui vend au niveau des fermes. Et lui, il est obligé de changer son modèle de livraison. Il a fallu qu'il se procure, autrement dit, un camion avec un lift, avec un système pour être capable de livrer ses semences, parce que les gens ne voulaient plus aider à débarquer les poches de semences. Donc, il y a un phénomène de distanciation qui fait en sorte que le distributeur est obligé de revoir sa façon de livrer son produit. Donc, c'est peut-être un processus qui va continuer là, par la suite. L'autre questionnement que les gens doivent se poser, c'est est-ce que mes niveaux d'inventaire sont suffisants? Ma capacité à produire, elle est-elle optimale? Si, exemple, je suis dans le domaine des portes et fenêtres, j'ai besoin de composantes, j'ai besoin de vitrage, j'ai besoin de pommelles, de dormants qui vont faire l'assemblage de ma fenêtre. Est-ce que j'ai toutes les composantes nécessaires en temps opportun pour être capable de faire mes livraisons en temps prévu? On était dans un processus où il y avait beaucoup de just-in-time. Maintenant, avec ce phénomène-là, est-ce que le juste au cas où va apparaître? Est-ce qu'on doit se prémunir de certains niveaux d'inventaire supplémentaires pour au cas, autrement dit? Donc, une réflexion à établir là, au niveau des inventaires. Au niveau des RH, les RH sont-elles disponibles? Est-ce qu'ils vont revenir adéquatement dans l'organisation? C'est certain que, lorsqu'ils vont revenir, il va peut-être avoir des problèmes que les gens ont vécu par le confinement. Si on parle peut-être de problèmes de santé, problèmes d'accumulation de dettes, si les gens ont été obligés d'arrêter de travail, ont été mis à pied, ils ont accumulé des dettes, même de divorce, peut-être avec des coûts. Ça, on va le voir après la reprise des activités. Mais tu sais, dans quel état de santé qu'ils vont revenir? Donc, nos RH, lorsqu'ils vont revenir, dans quel état ils vont être? Là aussi, il y a la compétition. On était dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. Si je me ramène peut-être au courant de ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, donc normalement, il y a les étudiants qui viennent aider pour du travail d'été. Si on prend les salariés dont à plus bas niveau comme tel de salaire, bien, on a une nouvelle compétition, on a la PCU. Les gens qui gagnent aux alentours de 24 000, qui sont les salaires minimums, ben, eux, entre travailler puis rester chez eux, puis recevoir à peu près le même montant. Donc, on va avoir une compétition, comment on va être capable de les ramener au travail, ces gens-là, au cours là, des prochains mois. Ça va être un défi. Il faut garder le lien aussi auprès de nos entreprises, nos employés actuels. Donc, est-ce que
vous avez organisé, autrement dit, des activités sociales à distance avec les organisations comme les outils qu'on a comme Teams, d'être capable de conserver le lien avec nos employés. C'est très important de faire des 5 à 7 en vidéoconférence pour s'assurer que le lien d'emploi est conservé, même s'ils sont à distance, pour garder un contact avec nos ressources. La page suivante, vous avez la mise en marché comme telle. Donc, votre plan de marketing, lui, il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce qu'il fait toujours l'affaire? Comment je faisais mes représentations auparavant? Des idées que peut-être qu'il faut sortir là, en marketing, souvent, ce que ça prend, c'est des idées. C'est certain que supporter l'économie locale, vous l'avez entendu, panier bleu, donc ça peut être très intéressant d'axer peut-être un volet justement local au niveau là, de vos produits, de votre application, mais aussi de votre présence dans la communauté. Il faut être payant, il faut être présent dans votre communauté. Actuellement, il faut supporter nos gens là, comme tels. On est en état de crise, donc il faut être présent dans la communauté. Autre chose aussi, développer du contenu web de plus en plus, utiliser les influenceurs. Si on pense à même le premier ministre qui a utilisé les influenceurs pour lui demander de rester à la maison, nous aussi, peut-être, c'est une nouvelle façon d'aller chercher des clients potentiels. Donc, il faut revoir un peu notre mise en marché, là, notre façon de faire notre stratégie de marketing. Suite à ça, les distributeurs. Est-ce que mes distributeurs sont toujours au rendez-vous? Donc, les gens avec qui je vends, est-ce qu'ils sont encore actifs? Est-ce qu'ils sont confinés? Donc, est-ce qu'ils peuvent encore distribuer mon produit? Je parlais hier avec un fabricant là, dans le domaine de la ventilation naturelle là, au niveau de bâtiments agricoles. Et lui, ses distributeurs sont encore là. Par contre, ils ont dû revoir eux autres aussi leur façon de livrer le produit. Habituellement, ils passaient là, de ferme en ferme pour aller livrer le produit. Maintenant, les gens ne veulent pas les voir. Donc, là, c'est des livraisons par colis comme tel, donc des colis qui sont laissés à la porte. Donc, une nouvelle façon là, de redistribuer et d'appliquer, autrement dit, des ventes dans le futur là, au niveau des distributeurs. Suite à ça, page suivante, on a vendre, fournir des services. Est-ce que je dois revoir, autrement dit, mes modalités de livraison? Lorsque je fabrique, j'ai certains délais. Est-ce que ça va avoir un impact sur ma vente plus tard? Si je prends le domaine du luminaire, c'est un processus normalement que les gens, lorsqu'on fait une commande, ça prend entre 6 à 8 semaines qu'on est capable d'avoir notre produit final. Est-ce que ça va toujours être atteignable? Est-ce que le fait qu'il y a des composantes qui nous manquent dans l'approvisionnement, notre R&D, des fois peut-être de main-d'œuvre, va faire en sorte que nos délais vont être allongés? Donc, il faut peut-être revoir puis l'indiquer à nos clients que maintenant, c'est peut-être pas 6, 8, c'est peut-être 8 à 10 semaines. Donc, il faut se re-questionner sur notre livraison. Comment livrer un produit aussi? Le télétravail, la technologie fait en sorte qu'il faut revoir un peu comment on peut livrer un produit. Je pense, si le domaine des activités reliées au spectacle, allez voir un spectacle de U2, du groupe de chanteurs U2. On achetait un billet, lorsqu'il se présentait à une place publique, on se présentait, on était en foule. Peut-être que maintenant, c'est une diffusion web live qui va être accessible, donc de vendre un billet, mais peut-être à un peu moindre coût, mais que c'est une diffusion web. Il faut voir là, comme tel comment que je peux livrer un produit quand même pour être capable de continuer à opérer. Donc, ça, c'est au niveau là, des questions comme telles. Reliées à la page suivante, on a aussi encore des questions reliées à la facturation. C'est une bonne période actuellement pour revoir vos processus de facturation, automatisation, numérisation pour accélérer le processus. J'ai toujours un petit peu un exemple avec un client que j'avais travaillé il y a quelques temps. Au niveau de lui, son processus de facturation, il y avait 5 personnes, c'est une entreprise dans la vente de cartouches d'encre.
il y avait 5 personnes qui travaillaient à temps plein à la facturation dans ce processus-là. Lorsqu'on a revu le processus d'affaires, c'est certain qu'on a diminué, si on veut, le monde impliqué dans la facturation. On a gardé quand même les 5 personnes, parce que les 2 autres personnes qu'on a conservées, on les aurait affectées à faire la promotion au niveau des ventes. Donc, on était capable, avec le même salaire, d'être capable d'augmenter le niveau des ventes de son entreprise. Donc, c'est une période qu'il faut revoir justement notre façon de faire et de procéder à la transformation numérique de votre système de facturation. L'autre point important, bien entendu, oui, il faut facturer, mais il faut aussi recouvrer, revoir les modalités peut-être d'encaissement, les conditions reliées à cet encaissement-là, exiger peut-être des acomptes, peut-être un site transactionnel pour être certain d'être payé. S'assurer aussi de connaître vos clients avant de vendre. S'ils sont dans un secteur qui est plus ou moins avec une économie descendante à cause du COVID, est-ce qu'il faut réellement continuer de faire affaire avec ce type d'industrie-là? Donc, il faut se re-questionner là, comme tel pour s'assurer de recouvrer les montants. Ceci étant dit, ça complète, si on veut, ma partie à moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et de vous avoir sensibilisé, en fin de compte, à modifier peut-être vos façons de faire là, pour vous adapter à la nouvelle réalité. Je vais transférer la parole à M. Martin Simard, là, qui va vous entretenir là, des aspects financiers. Merci, René. Bonjour à tous. On est en direct de Saguenay ce matin où on a une température hivernale. Et comme disait mon vieux père hier qui a eu ses 87 printemps, il n'y a pas juste nous autres qui sommes en confinement. Semble-t-il que le printemps aussi. Ceux qui me connaissent ou qui ont vu l'invitation de Luc peuvent penser que je suis un imposteur, mais je vous dirais qu'aller jusqu'à samedi, la COVID n'avait pas eu d'impact sur ma coiffure. On vit actuellement des moments où on a de plus en plus à utiliser nos outils informatiques. Hier, on jasait justement de ça dans notre planification de rencontre aujourd'hui, où on travaille de plus en plus en vidéoconférence, en webinaire. Et on se disait que le téléphone, maintenant, quand on fait nos appels téléphoniques, c'est quasiment rendu plate. Puis, on parle d'une période à peu près de 2-3 semaines, 1 mois. Fait que dans les dernières 1 à 4 semaines, je dirais comme ça, on dirait qu'on vit des mois par jour tellement là, que ça va. Ma présentation aujourd'hui, je vais vous jaser un peu de l'aspect financier du cycle d'opération. Je vais essayer de vous amener à vous poser des questions par rapport au type et à la longueur de la piste d'atterrissage, selon bien sûr la grosseur de votre avion et selon le type d'avion. Des fois, ça peut être différent. Le premier bloc, hein, c'est le bloc le plus important, là où on démarre l'entreprise. Dans les points généraux, valider les ententes avec vos fournisseurs, évaluer la perte de productivité, établir un calendrier de mise en route et un plan de retour. Tout ça, actuellement, là, quand je parle à mes entrepreneurs, tous les coûts qui sont associés à la crise actuellement, je pense qu'ils sont bien en contrôle, en tout cas à tout le moins, là, mais votre résilience, vous aviez bien apprivoisé la crise actuelle. Vous avez fait de bons budgets de caisse, de bons budgets d'opération, mais l'élément qui m'apparaît le plus sous-estimé est certainement les coûts de la reprise parce qu'il y a une incertitude importante. La sous-évaluation, souvent, de cet élément-là n'est pas nécessairement lié à votre capacité à vous d'opérer, à vos capacités de production et de vente, mais souvent à l'impact que peut avoir le marché. L'impact, c'est qu'actuellement, il y a des mesures pour améliorer vos liquidités qui sont disponibles et dans votre entreprise aussi, puis il faut les attacher avec l'incertitude du redémarrage. J'étais en discussion avec un client la semaine dernière et il mentionnait, il disait « Hey Martin, dis-moi, ça va vraiment bien. » On s'entend vraiment bien dans la crise. On a réussi là, à ramener nos coûts d'opération à leur plus bas possible en attendant la reprise.
On a un cash flow disponible jusqu'en septembre qui était relativement important. Puis, à un moment donné, je parle des mesures, entre autres, là, mesures de subvention, mesures de prêt, de délai disponible. Puis, j'en ai pas besoin. Fait que ma discussion qui était supposée de finir après 5 minutes a duré là, presque 45 minutes parce que là, on a jasé ensemble de se préparer. Parce que l'après, là, c'est un inconnu et il faut absolument être très prudent avec nos liquidités. Vous le savez, comme entrepreneur, on a l'obligation de livrer un bien ou un service dans des délais qui sont prescrits souvent avec des prix entendus. Toutes ces prémices de base-là, il faut faire extrêmement attention. Tout à l'heure, René là, disait les capacités de nos fournisseurs actuels, l'inventaire qu'ils ont en main, la main-d'œuvre qui est disponible, pourrait faire en sorte de nous jouer un tour. Fait qu'il y a un tour au niveau de est-ce qu'on va être en mesure de recevoir nos actifs pour produire ou pour vendre. La prise d'information auprès de vos fournisseurs m'apparaît un élément là, essentiel. Puis, en même temps, je crois qu'à court terme, vous avez à valider toutes les ententes financières avec vos fournisseurs. Il n'y a pas juste nous, dans la chaîne de production, qui a des coûts, qui a un impact par rapport à la COVID. Toute notre liste d'approvisionnement ou notre chaîne d'approvisionnement va y passer, de sorte qu'on a à valider, bon, tout l'aspect opérationnel et à la fin, les dollars, à savoir est-ce que j'aurai un impact sur mes coûts, un impact sur ma profitabilité, un impact sur ma liquidité et en même temps un impact sur le prix de vente. Est-ce que je vais être capable de refiler une partie du coût à la chaîne finale qui est le consommateur? Au moment de la reprise, il y a le redémarrage qu'on doit faire, c'est ce que je disais, la longueur de la piste, la sorte de piste qu'il faut prévoir. Elle ne sera peut-être pas adaptée à 100% parce qu'on a des incertitudes, mais il y aura certainement des pertes de productivité et malgré ça, des opportunités qui peuvent être différentes, qui vont amener des liquidités on n'avait pas réfléchi à ça. Quand on va redémarrer ou quand on va redéployer l'usine ou les ventes, encore une fois, vous allez être en mesure de l'opérer dans un monde normal. Là, on est un mode après COVID. Et est-ce que les clients vont être au rendez-vous ou tous vos clients? Puis, est-ce qu'ils auront la capacité? Fait que si on prend un commerce de proximité, il y a eu des changements importants, on le dit dans les 3-4 dernières semaines. Il y a eu une amplification du commerce en ligne. Ben, il va falloir ramener la base et voir un peu comment on va vivre ça. Et il y a certainement un appauvrissement collectif qu'on vit actuellement. Dernier élément dans la notion de fabriquer les biens concevoir, les ressources humaines. Encore une fois, mes confrères en ont parlé tout à l'heure, l'importance de la rétention. Puis, tu sais, juste penser qu'il y a un mois, on s'arrachait tout le monde et il y avait une rareté de la main-d'œuvre incroyable. Aujourd'hui, là, on a des opportunités qui sont devant nous autres au niveau économique, mais en même temps, on aura aussi peut-être à développer des nouveaux outils pour aider, pour soutenir nos employés, c'est-à-dire soit des prêts personnels, soit des aides, mais il y a une réflexion qu'on doit faire qui va un peu plus loin qu'à l'habitude. La prochaine acétate, je suis un vieux bonhomme. La mise en marché, bien ça, c'est un petit peu plus léger. Là. Tu sais, le premier point est important. L'autre, c'est simplement, on a jasé tout à l'heure au niveau des opérations, vraiment s'assurer là, que les modes ont changé, fait qu'il faut absolument ajuster tout ce qui est élément budgétaire de marketing, puis en même temps, voir est-ce qu'on n'aurait pas une opportunité de rejoindre un groupe et en même temps, il pourrait avoir une certaine aide au niveau opérationnel. Prochain diapo. Vendre, fournir le service. On mentionne prévoir, utiliser des enquêtes de crédit, évaluer des assurances pour ceux là, qui sont à l'exportation ou dans leur chaîne de production qui ont des clients qui fournissent de l'exportation, revoir les ententes clients. Il est évident que dans le mode actuel, les ententes, autant avec les fournisseurs, doivent être souvent à l'occasion être revues avec nos clients.
J'avais des discussions avec mes clients, puis c'est un élément que je trouve vraiment intéressant. C'est que dans plusieurs secteurs, la construction ou dans des secteurs de fabrication, on a à faire des contrats à forfait. Les contrats à forfait, vous le savez, là, pour vous, les entrepreneurs qui ont à vivre avec ça, il y a un certain stress de gestion de l'inconnu. Ben, vous comprenez qu'en mode COVID, l'inconnu est encore beaucoup plus présent. Ce qui fait en sorte que dans un cas précis, c'est une entente avec une grande entreprise, quand même, on a réussi à modifier l'entente pour la ramener sur une base d'heure. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir inévitablement de l'efficience qui vont être dues aux mesures sanitaires, qui vont être dues à la disponibilité des ressources humaines. Si on a un groupe d'employés, on a un chantier où on a besoin demain matin de 10, 20, 200 personnes, il y a des mesures de distanciation à mettre en place. Et on le voit actuellement. La construction résidentielle a débuté lundi cette semaine et déjà, on voit un peu là, que ce n'est pas aussi souple. On va s'ajuster, mais il va découler de ça inévitablement des coûts d'adaptation. Et là encore, je retombe un peu, baisse de profit, capable de les charger, capacité. Et dans cette crise-là actuelle, il est d'autant plus important pour vous, les entrepreneurs, d'avoir, surtout quand on est en fabrication, d'avoir des prix de revient là, qui sont vraiment up-to-date, qui sont à jour et qui sont solides. Je vous fais une petite parenthèse. On voit régulièrement, là, quand on a à travailler avec nos clients dans le prix de revient, souvent, il y a quelques lacunes, et entre autres, là, juste l'imputation des frais généraux là, qui peuvent vous inciter à ne pas donner le bon prix. Fait qu'il faut être très, très alerte. Dans tout ce qui est maintenant les enquêtes, où il faut faire attention pour s'assurer que les clients qu'on avait hier, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont encore là? Et les clients qui étaient en mauvaise situation financière avant la crise, ce serait assez surprenant, mis à part ceux qui avaient une opportunité et qui l'ont saisi, qui vont se retrouver dans une meilleure situation après. Fait qu'il faut être extrêmement prudent pour vous. Un élément aussi qu'il faut voir pour vous, c'est un peu la gestion du risque, mais l'effet je vais l'appeler de pas de gêne, d'appeler ses clients, d'appeler ses fournisseurs pour en venir à une entente. Je vous rappelle que c'est une crise exceptionnelle et encore une fois, j'étais avec un entrepreneur en construction cette semaine, me mentionnant, il dit, moi, Martin, c'est la première fois, on avait des chantiers en route, on est obligé de les arrêter, puis les niveaux d'autorisation de décaissement n'étaient pas atteints pour l'institution financière. Bien là, pour une des fois, j'ai été obligé d'appeler mes sous-traitants pour leur demander, écoutez, je vais avoir besoin d'aide, si c'est la première fois en 30 ans que ça m'arrive, bien, soyez pas gênés, là, ça fait partie actuellement de cette crise-là. Puis il faut protéger vos liquidités. Le prochain élément, la facturation, je sais que René, même le recouvrement, René l'a amplement couvert en termes d'opération. Encore une fois, c'est comme un peu à l'envers de nos paradigmes. Il faut facturer d'avance, peut-être aux 15 jours, parce que vous, comme entrepreneur, quand on est au commerce au détail, où on a à qui les biens sont payés, où on est un entrepreneur et les payes passent à toutes les semaines, bien, la liquidité est souvent là, une pression importante pour vous. Donc, il faut vraiment adapter votre facturation à votre modèle ou à votre structure d'entreprise. Même chose un peu pour la trésorerie. Recouvrer, gérer la trésorerie pour des 3 mois à la fois, des 3, 6, 9 mois, je pense que ça m'apparaît important. Premièrement, pour se donner une en ligne de la crise actuelle et deuxièmement, surtout, pour voir un peu quand ça va redémarrer, qu'est-ce que j'ai dans mes cartons, puis comment je peux réagir à la reprise et comment va s'effectuer cette reprise-là. Au niveau aussi de la trésorerie, bien, encore une fois, les acomptes, la facturation rapide, oui, mais aussi les paiements rapides sont des outils ou des éléments que je vous recommande fortement d'utiliser. Dernier élément que j'ai mis dans recouvrir, mais je vais parler des mesures fiscales. Il faut absolument que vous maximisiez les mesures fiscales actuellement que les gouvernements ont mis en place. Et encore une fois, je vais le répéter à l'occasion, on est
On est au contraire de tous nos paradigmes, c'est-à-dire limiter nos emprunts, faire attention quand on va demander des subventions. Et là, actuellement, les gouvernements, vous le voyez, à tous les jours, puis mon équipe de fiscalité en sait quelque chose, notre équipe, ils ont à reproduire journalièrement des nouveaux bulletins dans lesquels on ajoute des mesures, on vient modifier, préciser des éléments, mais je vous dirais qu'à un taux de 90% et plus, on vient les bonifier. Dans mon ancienne vie, j'étais fiscaliste, vous comprenez que les mesures, ils les mettaient en place et après ça, ils faisaient juste de la restriction de mesures et là, ils font de l'ouverture de mesures. Fait qu'il ne faut pas hésiter. Entre autres, une des mesures qui m'apparaît la mesure la plus importante, c'est la mesure de subvention salariale de 75% de vos employés, qui vous permet d'avoir une capacité d'obtenir jusqu'à 100% d'une subvention lorsqu'elle est gérée d'une façon. Toutes les mesures de subvention de formation qui sont en complément à l'heure actuelle, encore une fois, le gouvernement provincial a mis 100 millions sur la table. Puis il n'y a pas une raison qu'il n'y ait pas un entrepreneur qui n'ait pas besoin de ça en adaptation de mesures et ou en mesures ordinaires d'entreprise. C'est assez large comme mesure. Il y a aussi tout ce que j'appelle les reports. Les reports de production de documents, OK, mais les reports de paiement, on doit en profiter. Et le dernier élément, les prêts, les garanties de prêts ou les prêts là, qui sont faits actuellement, dont entre autres le prêt de 40 000 et les autres garanties. Vous avez l'obligation de valider ces mesures-là et de vous préparer. Au final, je dirais que les liquidités, comme dirait mon ami Gollum, Seigneur des Agneaux, c'est votre bien précieux. Vous avez à le gérer dans une perspective d'inconnu. Et y faire extrêmement attention. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je passe la parole à Mario. Bonjour tout le monde. En guise de conclusion, j'utilise le mot « le rebond ». Je pense que si on veut bien aller dans le futur, ça va être de bien rebondir suite à cette période d'instabilité. Et j'essaie de résumer le tout de la présentation de mes collègues en disant comment nous, Mallette, comme entreprise très impliquée partout au Québec, dans toutes les régions, on peut aider le Québec dans sa relance. Et je sais faire ça en deux bouts de présentation. Le premier, comment on peut aider les instances gouvernementales. Il est évident qu'il y a des constats de la situation et des choses que vous avez entendues tout le long de la présentation. Il y a un momentum sur Achat Québec, achat local, panier bleu, on peut l'appeler de différentes façons. Il y a eu un éveil de la vente en ligne. Je crois que c'était pas. Il y avait du monde qui était prêt à la vente en ligne. D'ailleurs, il y en a qui c'est devenu une opportunité parce qu'il était plus avancé que les concurrents. Puis, il y a eu une importance du réseau de livraison qui est arrivé parce qu'il y a le nombre de livraisons. Je pense des exemples de René tout à l'heure. C'est vrai que le système de livraison a changé. Donc, nous, auprès des instances gouvernementales qui vont avoir à regarder ces constats-là, on pense qu'on peut aider. On peut aider à comprendre la perception des Québécois face aux produits d'ici. C'est très in présentement, comment ça va être suite à la sortie de COVID. Les critères, c'est quoi un produit québécois? 50% de composantes québécoises, 75%. C'est quoi un produit québécois exactement? Les critères pour ça, un genre de façon de déterminer qu'un produit québécois, que le logo produit québécois, on peut aider là-dessus. Les stratégies de marque de commercialisation, le réseau de distribution des produits, comme je parlais, et le panier bleu, le rôle de l'État, à quel point l'État va s'impliquer dans l'achat Québec, l'achat local. Présentement, nos politiciens en parlent beaucoup. Est-ce qu'il y aura une suite à ça? On verra. L'éveil de la vente en ligne, c'est pas la maturité des entreprises québécoises. C'est quoi le portrait de la vente en ligne au Québec? Puis sensibiliser la population aussi à l'achat en ligne. Les gens vont vouloir moins sortir, peut-être ils vont être plus tentés vers l'achat en ligne. Fait que de quelle façon on va sensibiliser la population à faire cet achat en ligne-là, à les habituer à ces habitudes-là? Ensuite, le réseau de livraison, ben oui, il faut arrimer ça. S'il y a plus de ventes en ligne, il faut avoir un réseau pour faire les livraisons. C'est quoi le portrait présentement du secteur de livraison au Québec? Est-ce qu'on doit avoir des nouvelles méthodes, des nouvelles ententes? J'ai entendu parler de Uber Freight dernièrement où on demande aux gens par Uber de transporter du monde. On transporte des éléments. Tu pars de Québec, tu t'en vas à Chicoutimi, tu
peut t'offrir pour transporter dans ta voiture des marchandises ou quelconque. C'est un camion qui peut en transporter plus. Donc, c'est un peu nouveau. Fait que tous ces nouveaux produits-là qui vont arriver, il faut être à l'affût de ça. Dans la page suivante, on regarde plus le support que Mallette peut faire aux PME québécoises suite à ça. Le constat, j'ai un peu présenté les entreprises en 3 groupes. Pas tous dans ces 3 groupes-là, mais juste pour dire qu'il y a des entreprises qui vont sortir de COVID-19 assez étourdies. Ça va les avoir brassé beaucoup. Il y en a d'autres qui vont avoir des problèmes financiers et il y en a d'autres qui ont eu des opportunités et qui vont vouloir rebâtir ou aller plus loin. Et de quelle façon on peut aider? Bien, les entreprises un peu qui vont sortir étourdies, qui n'étaient pas prêtes du tout, bien, ils vont avoir peut-être revoir les fonctions de l'entreprise, réévaluer les besoins de la clientèle, des études de marché pour pouvoir aider ces entreprises-là dans ce sens-là. Ceux qui ont des défis financiers, comme Martin a pas mal parlé, plans de restructuration, des prévisions financières, des accompagnements comptables, de comprendre les subventions, programmes d'aide, il y a plusieurs choses qu'on peut faire à la base de notre bureau de comptable. Et entrepreneurs qui veulent rebâtir, bien là, des planifications stratégiques, des plans d'action RH, TI, se repositionner stratégiquement. Donc, il y a plusieurs mandats qu'on peut faire. Chez nous, on a aussi des gens en service conseil, on a aussi des gens en marketing stratégique, dont Luc Guillaume fait partie. Donc, on peut aider les entreprises à plusieurs points et c'est la contribution que l'on devra faire pour aider le Québec à bien rebondir de cette crise. Là-dessus, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie aussi mes 4 collègues pour la présentation du webinaire. Je retourne la parole à Luc. Je pense qu'il va y avoir une période de questions. Beaucoup. Oui, merci beaucoup à nos 4 présentateurs. Effectivement, je suis en direct avec les gens. Il y a énormément de questions qui sont posées et puis j'en ai concocté quelques-unes là, qui, je pense, vont répondre à la majorité des questionnements. Alors, une première, je dirais pour Mario, qui avait eu à gérer une crise au sein de Mallette, là, qui est une entreprise qui a plus de 1000 employés. Qu'avez-vous trouvé le plus difficile et quelles sont vos recommandations? Le plus difficile, je vous dirais au tout début, on disait construire un avion en plein vol, on est 1000 bureaux, 1000 personnes, 30 bureaux, sans associés, beaucoup de leadership dans notre entreprise. Je dirais que le plus difficile, c'était de ramener les communications. J'ai dit en introduction que le comité qu'on a fait, cellule de crise, a été important. Et effectivement, oui, parce que de bien communiquer puis d'avoir juste une ligne de pensée dans notre organisation au tout début, quand ça arrive, tout le monde veut bien faire, tout le monde veut agir, tout le monde veut prendre des décisions, tout le monde a des idées. De ramener ça dans la cellule de crise, ça a été difficile au début. Et là, maintenant, ben, on a bâti l'avion et ça va bien. Le monde sait c'est quoi les canaux de communication. Fait que je pense que le côté communication à l'intérieur de l'organisation, de dire à tous les jours aux employés vers où on s'en va et aux associés vers où on s'en va et de remonter les informations de tous, ça a été difficile à mettre en place. Un coup parti, je pense que c'est le plus grand succès de notre gestion de crise. Vous m'avez dit en deuxième lieu, qu'est-ce que je pouvais recommander? Avoir un avion prêt dans un hangar à côté. Donc, avoir une cellule de crise qui est déjà pensée, un plan de crise pour quand ça va arriver, qui soit déjà bâti d'avance. Peu importe la grandeur de l'entreprise, on devrait tous avoir un peu une idée, poser des questions. S'il arrive une crise identique à celle-là ou à une autre, comment on réagit pour qu'il y ait un bout de paix et non commencer le 12 mars quand on a l'annonce. Merci, Mario. J'ai une autre question que j'adresserai à Martin. En fait, c'est 2 questions en une. La question porte, selon vous, quelles sont les étapes à réaliser afin d'éviter le plus possible des problèmes de liquidité? Puis en même temps, vous avez parlé plutôt des aides gouvernementales disponibles. Pourriez-vous en faire un bref survol? Merci, c'est 2 excellentes questions. La première, relativement là, à toutes les problématiques de liquidité, je vous dirais le plus grand défi, c'est vraiment d'aller à l'encontre de nos paradigmes d'économie, de moins s'endetter dans une perspective à long terme. Sous-estimer en même temps les délais de la reprise. Ça aussi, il y a de l'inconnu là-dedans. On ne sait pas comment le marché va réagir. Hein. Je me répète un peu, on ne sait pas comment les gens vont reprendre là-dedans. Fait que ça, il faut être extrêmement prudent. Profiter des mesures fiscales. Dans quelques secondes, je vous en ferai un petit rapport.
Maximiser la capacité d'endettement, là, je le dis, préparez-vous au pire. Il y a des mesures actuelles, vos banquiers sont là. Ils sont aujourd'hui conscients de la mesure. Dans 6, 7, 8 mois, lorsque vous aurez vos besoins de reprise ou ils seront plus déterminés à ce moment-là, il sera peut-être trop tard à ce moment-là pour enclencher. Là. Fait que, il faut être vraiment... Nos banquiers, ils aiment ça quand on est capable de le prévoir. Quand on arrive à la dernière minute, c'est jamais agréable pour personne. Puis c'est difficile à ce moment-là de rentrer dans des nouveaux prêteurs aussi. Toutes les ententes de paiement, autant du côté de vos fournisseurs et de vos clients, les loyers, les taxes municipales, vous n'en voyez passer une, sautez dessus, même si vous dites hey, c'est juste du report, il va falloir que je le paye un jour. Garnisez vos liquidités. On verra après si on a un surplus de liquidité. En tout cas, dans ma pratique, ça n'a jamais été un grand défaut. Et encore une fois, tous vos directeurs financiers, vos contrôleurs, puis moi incluant, c'est un peu comme à l'inverse de notre culture de reporter des délais, même s'il n'y a aucun frais. Pour ce qui est maintenant des mesures fiscales qui sont en place, je vais vous référer quand même, Mario l'a dit tout à l'heure, à nos bulletins COVID qui sont probablement, moi pour en lire plusieurs par semaine, sont vraiment bien faits. Et ceux qui n'ont pas accès peuvent avoir accès sur notre site Internet et ou avec un petit courriel à Luc et on vous inscrira à notre liste. Puis en espérant que vous appréciez le travail de nos fiscalistes, ils travaillent à l'heure actuelle d'arrache-pied pour avoir de l'information vraiment rapidement. Maintenant, pour les employeurs, les mesures, il y a actuellement les mesures un peu plus soft que j'appellerais des délais de production de documents, délais de production du rapport TPS-TVQ, mais il y a surtout des délais de paiement et ça, vous ne pouvez pas vous passer à côté des délais de paiement pour par exemple, les taxes TPS-TVQ, les paiements d'impôts, les acomptes provisionnels. Faire attention, il y a quand même des délais ou des dates à respecter là-dedans. Et encore une fois, tout ce qui est déduction à la source, prime d'assurance, ne font pas partie encore des éléments où on peut reporter les paiements. Cependant, ce qui est en place, profitez-en. Et là, vous pouvez dire, Martin, c'est quoi à peu près toutes les mesures? Qu'est-ce que je peux faire? Les bulletins COVID, il y a un bulletin, entre autres, qui résume toutes les discussions. Vous avez un beau 2 pages qui comprend toutes les mesures actuelles que vous pouvez utiliser. Il y a l'autre mesure du prêt rapide, 40 000 sans intérêt, et c'est pour rembourser avant le 31 décembre 2022. Il y a un cadeau pour appeler de 10 000 c'est relativement simple. Les critères, avoir un numéro d'employeur, avoir une masse salariale entre 20 000 et 1,5 million. Donc, si vous êtes en bas ou en haut, vous comprenez que vous ne vous qualifiez pas. Il y a des règles relativement au type d'entreprise et aussi à l'utilisation des sommes qui sont propres des fois à chaque institution financière. Fait que quand vous allez faire la demande, probablement toutes les institutions financières, pour en avoir vu plusieurs actuellement, c'est une demande qui est en ligne, c'est très simple. Souvent, quand vous arrivez dans « Accepter », là, comme dans n'importe quoi, il y a un petit 30 pages, dépendant de l'institution financière. Je vous recommande dans ce cas-là quand même de prendre le temps de lire les clauses d'utilisation des sous là, pour pas que ça vous cause un préjudice lorsqu'il y aura une vérification du prêt. Autre prêt pour les petites entreprises, aide PMA, c'est les fonds locaux d'investissement ont mis en place jusqu'à 50 000 des emprunts. C'est un petit peu plus complexe que tout à l'heure, mais quand même, ça vient compléter des demandes que nos gens auraient et c'est malgré tout relativement simple à compléter. Le programme, je vous dirais, au niveau des emprunts ou des garanties d'emprunt, qui est le PACT, le programme d'action concertée temporaire, ce sont une garantie ou un prêt de plus de 50 000 et il n'y a pas de plafond. C'est en collaboration avec Investissement Québec. Les taux d'intérêt sont concurrentiels, les frais sont limités. Pour moi, c'est un excellent outil pour la reprise à ne pas négliger. Merci.
Subvention salariale d'urgence, je n'ai parlé tantôt de 75 %. Ça, il faut absolument que vous ayez une étude précise pour vous assurer d'être admissible ou pas. Il faut comprendre que c'est une subvention, je le disais tantôt, là, qui va comprendre 75 % de la rémunération hebdomadaire que vous allez avoir versée. Puis tantôt, je vous recommande de le regarder avec vos professionnels parce que vous comprenez que dans chaque mesure, il y a des petits pièges. Il faut faire attention là, si vous êtes dans les pièges pour voir un peu est-ce que je suis capable, je ne suis pas capable, je peux-tu m'en sortir. Ça, là, soyez extrêmement prudents. Dans les modalités, hein, on parlait d'une baisse de revenus 15 ou 30 %, tout dépendant du mois. Il y a une mécanique qui, à la lecture, des fois, peut avoir l'air un peu complexe, là, mais faites-vous-en pas. Là, une fois qu'on aura passé quelques minutes au téléphone, on sera capable de bien vous l'expliquer. Il y a aussi des mesures précises, parce que ça, c'est une mesure qui fonctionne pour 3 périodes, donc du 15 mars aller jusqu'au 6 juin, par période de 4 semaines. Il y a des règles spéciales pour les entreprises consolidées, pour les entreprises affiliées, pour les actionnaires qui sont employés aussi, il y a des règles spéciales, mais à la base, vous êtes admissible à cette subvention-là. Ça va fonctionner comment? Ben, Revenu Canada a mis hier là, ou avant-hier sur son site là, la feuille de calcul que vous avez en lien via notre bulletin COVID, bien sûr. Vous pouvez dès maintenant vous enregistrer à mon dossier ARC Entreprise parce que ça prend quand même une certaine période de temps, là, quelques jours avant de recevoir notre acceptation. Au niveau pour aller chercher la subvention, on s'attend, là, ils nous ont mentionné que dès lundi, ça pourrait être fonctionnel. Mettez-vous quelques jours là, de grâce, ça bouge vite quand même, là, ils sont très efficaces. L'autre élément, subvention salariale, pour ceux qui ne sont pas admissibles à la mesure du 75, il demeure une mesure de 10 % qui représente à peu près une subvention potentielle de 25 000 $. Encore une fois, il y a une mécanique avec ça. Regardez-la, c'est important. La mesure de formation, qui est le PAC, me paraît une des mesures qui est hyper importante. Je n'ai dit ça un mot tout à l'heure. C'est une entreprise peut demander jusqu'à 500 000 $ d'aide. Le premier 100 000 est subventionné à 100 %, l'excédent à 50 %. Le maximum du taux horaire par employé est 25 $ de l'heure et de 150 $ de l'heure pour les professionnels externes. C'est quant à moi à ne pas manquer. Ça peut être, puis on a aussi là, sur notre site un petit COVID sur les mesures du PAC qui comprend les mesures. Vous comprendrez que nos gens à l'interne travaillent régulièrement avec les gens du Centre local d'emploi. Fait que souvent, on est capable de vous faire vivre l'évolution des mesures, comment ça fonctionne, mais à l'heure actuelle, il y aurait des formulaires disponibles. À ne pas manquer. Il demeure à travers ça aussi différentes petites mesures d'assouplissement de travail partagé et bonification salariale là, pour différents types d'entreprises. Je ne rentre pas dans les détails. Étant donné qu'employeur, vous êtes toujours des bonnes mères, des bons pères de famille, vous faites attention à vos employés, vous comprendrez que la mesure la plus importante, René l'a abordé tout à l'heure, la PCU, Prestation canadienne d'urgence, qui donne jusqu'à 2 000 $ pour 28 jours pour nos travailleurs, peut devenir un élément très contraignant parce que l'employé peut dire, ben moi, 500 bruts pour 4 semaines, je ne rentre pas. Là. Fait qu'il y a une stratégie à faire avec ça. Et il y a aussi une stratégie pour combiner la subvention de 75 % et notre fameuse PCU, à faire très attention. Pour les gens qui sont à l'écoute, qui sont dans les secteurs essentiels, dont les employés gagnent en bas de 550 $ bruts par semaine, il existe une mesure là, de rattrapage de 100 $ par semaine jusqu'à 400 $, qui est la mesure PIRTA, P-I-R-T-A, et c'est à l'employé d'aller récupérer ces sous-là, mais quand même, ils sont disponibles pour vos employés. Ceux qui avaient travaillé au départ avec la première mesure, rappelez-vous, c'est le gouvernement du Québec qui l'avait mis en place, la PAT. Elle est abolie présentement, elle n'existe plus, j'arrête là. Et il existe plusieurs petites mesures pour vos employés, pour les aider, autant l'augmentation de la TPS, les allocations familiales, que la possibilité de mettre un bémol au paiement du capital hypothécaire, un report des taxes municipales.
faut aider nos gens en ce temps de crise. Merci, Luc, que je te retourne l'appel. Merci, Martin. Réponse très complète. Puis chaque jour, il y a des nouveaux programmes, des nouvelles annonces qui sont faites. Donc, à travers les bulletins envoyés par mallette, évidemment, on peut tous vous tenir à jour des dernières annonces. Une question qui revient beaucoup, José, j'ai envie de te la poser à toi. Est-ce que, selon vous, la crise pandémique pourrait créer de nouvelles opportunités pour les entreprises? Ah, bien sûr, tout à fait. Puis peut-être pour bien répondre à la question, je demanderais peut-être de replacer l'acétate 8 qu'on a vu précédemment. Et pour moi, c'est un guide là, important là, quand il vient le temps de faire cette analyse-là au niveau des opportunités. Donc, peut-être juste en partant, là, moi, je pense que on a souvent dit le passé est garant de l'avenir. Quand on pense aux data accumulées dans nos entreprises, là, quand on va vouloir analyser une opportunité, on va vouloir aller regarder avec des chiffres du passé qui ne veulent plus rien dire nécessairement en rapport à la situation d'aujourd'hui. Je vous demande de mettre un petit bémol un peu là, lorsque vous allez faire vos analyses internes là, sur les opportunités qui peuvent se présenter quand on va venir le temps de comparer ça avec le passé. Donc, si vous regardez à travers là, le cycle des opérations, puis vous prenez là, les 3 éléments là, de chaque, là, on pourrait s'amuser, puis je ne prendrai pas autant de temps que Martin a eu à répondre à cette question qui était répondue de façon complète, là, mais on ne fera pas le tour ensemble de toutes les opportunités. Mais je peux vous donner un exemple, comment travailler avec la grille, dans le fond. Donc, on pourrait, par exemple, penser au niveau, par exemple, facturé. On va aller dans le côté facturé, ressources humaines. Bien, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient réfléchir à dire, bien, nous autres, on pourrait peut-être vraiment organiser le télétravail pour notre équipe de facturation, puis les faire travailler à distance. On s'est rendu compte dans ce qu'on a vécu depuis les dernières semaines qu'on a atteint un plus grand niveau là, de travail accompli, plus d'acuité dans les dossiers. Je vous donne un exemple qui ressemble à ça. Donc, on pourrait là, s'en aller de cette façon-là, puis trouver une opportunité en réfléchissant de cette manière-là. L'autre façon qu'on pourrait regarder, par exemple, du côté processus, là, puis celle-là est drôlement évidente, là, puis je peux vous dire que la question des processus, c'est ce qu'on néglige le plus souvent dans les entreprises. Selon moi, c'est l'élément qui va vous permettre le plus d'ajouter de la valeur à votre entreprise en documentant vos processus. Et le processus que je suis sûr que ceux qui ne sont pas encore relancés, là, que je m'apprêterais à documenter, c'est tout celui là, du shutdown qu'on a été obligé de faire, puis de la mise en route qu'on va faire, dans le fond, la gestion de crise. Bien, si on commence à documenter nos processus puis à les inscrire, on donne de la valeur à notre entreprise, on sort de la tête de l'entrepreneur un paquet de choses, puis on est capable, un peu plus tard, on va être capable, lorsqu'on va vendre l'entreprise, d'avoir quelque chose qui n'est pas juste un one-man show ou un one-woman show de direction de l'entreprise. Un autre exemple. Je vous ai parlé du télétravail. Qu'est-ce qui pourrait être au niveau? Tiens, on va aller dans mettre en marché ou vendre ou fournir le service. Mario l'a abordé tantôt. Avec ce qui change, l'achat local et autres, la mise en ligne, les modes de livraison, qui aujourd'hui est organisé pour livrer ses biens, ses services de façon assez rapide, assez spécifique. Toute cette question-là. Donc, je vous donne juste des pistes. Comment travailler avec cette grille-là qui est importante? J'arrête là. On pourrait en avoir pour 1 heure, encore 2 heures d'exemple. Je pense que ce serait trop long. J'aimerais peut-être amener un petit commentaire live là, parce qu'il y a des questions aussi, des questions qui rentrent sur mon téléphone. Je ne vais pas répondre nécessairement à ces questions-là. Simplement faire un clin d'œil au pluriel aux dentistes qui m'ont écrit, qui vivent une situation particulière, un gros support d'actifs. Ils sont semi-essentiels, ils font des cas d'urgence. Ils ont une entreprise vraiment qui est pas beaucoup difficile à gérer. On va vous répondre de façon directe là, par notre site web, de façon spécifique. C'est un domaine d'affaires qu'on connaît très bien. Merci beaucoup, José. Une autre question. René, je t'adresserai celle-là. Devons-nous revoir nos politiques de prix durant la pandémie et lors de la période post-pandémie? Micro. Parfait. Je ne peux pas bien me prononcer comme tel parce qu'il y a
quand même, une politique de prix, c'est quand même plusieurs composantes là, qui peuvent définir, autrement dit, une politique de prix. Par contre, il y a un principe quand même de stratégie à long terme qui est important de conserver. Je parlais avec un de mes clients au courant de la semaine dernière. C'est un fabricant, en fin de compte, de gin, donc c'est une distillerie. Fait que, bien sûr, là, lui, un de ses intrants, c'est de l'alcool. Donc, il a décidé, en fin de compte, étant donné qu'il y a la pandémie, de produire, autrement dit, un désinfectant à main. Ceci étant dit, quand il a été le temps de faire l'approche auprès de certaines bannières, autrement dit, pour faire la vente de son produit, il y avait de la demande, donc les gens en voulaient. Donc, certains qui auraient bien pu dire, moi, je vends avec une très bonne marge, un très bon prix, et je me retire du marché. Par contre, sa stratégie n'était pas bête dans le sens que lorsqu'il parlait avec les bannières, il dit, regarde, moi, ce que je veux vendre avec un bon prix. Ça va être un produit qui est local, qui est québécois, et je veux que tu me listes dans ton supermarché. Donc, lui, sa façon de faire, autrement dit, ça a été, je veux une stratégie à long terme, je veux avoir un repeat business et je vais développer un produit connexe à mon entreprise de fabrication de gin, qui en passant est une excellente gin. Merci. Autre question qui s'adresse directement à Mario, celle-là. Mario, comment envisagez-vous la pénurie de main-d'œuvre suite à la pandémie et quels en seront les impacts? Écoutez, quand on a commencé là, la crise au début mars, j'ai redit plusieurs fois à mes associés, n'oubliez pas qu'il y a un mois, on était en pénurie de main-d'œuvre. Parce que tout à coup, la tendance était, il n'y a plus d'ouvrage, on va mettre du monde à pied. Et la décision qu'on a prise, comme j'ai dit dans mon introduction, c'était de garder tous nos employés, diminuer la tâche, mais garder les employés. Puis pourquoi? C'était garder la relation employé-employeur parce que je suis à peu près convaincu que dans une période à venir, il y aura la même pénurie de main-d'œuvre. Bon, est-ce que c'est dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an? C'est plus difficile à voir. On va voir comment le retour va se faire, mais c'est quand ça va être fini, cette maladie-là ou cette crise-là, à un moment donné, la pénurie de main-d'œuvre n'a pas de raison de ne pas revenir. Quand je regarde ma région spécifique à moi, là, qui est Québec-Mauricie, mais dans la ville de Québec, on a la chance d'avoir beaucoup d'employés du gouvernement, compagnies d'assurance, des services. Ça a été touché, mais moins touché par cette crise-là. Beaucoup de gens ont gardé leur emploi. Donc, je suis à peu près convaincu que on était en recherche d'employés. Je suis à peu près convaincu qu'à cet automne, on va revenir dans une situation où on va rechercher encore des employés. Donc, c'est à la question, qu'est-ce que je pense de la pénurie de main-d'œuvre? Je suis à peu près sûr qu'en 2021, on ne parlera plus de COVID et on va revenir à parler de pénurie de main-d'œuvre. Notre pénurie de main-d'œuvre n'était pas temporaire, était à long terme. Oui, il va y avoir une crise économique, il va y avoir des impacts, mais il ne se créera pas d'employés. Et donc, à moyen terme, là, je crois qu'on va revenir en pénurie de main-d'œuvre qui va être un facteur pour plutôt les 10 prochaines années. Merci, Mario. On a quelques autres questions pour terminer. José, une question pour toi. Est-ce que la formation de notre personnel pourrait nous aider à conserver notre main-d'œuvre et à surmonter les défis de la pandémie? Et quels sont aussi les programmes de formation disponibles desquels les entreprises pourraient bénéficier? Je pense à la question des programmes. Martin l'a bien présenté tantôt, le PACME, Centre local d'emploi. Vous allez sur le portail Entreprise Québec, trouver le Centre local d'emploi dans votre région, puis vous allez accéder à ce programme-là qui est très intéressant. Je reprends peut-être la partie de la question là, de rétention de la main-d'œuvre. Oui, la formation, c'est un élément là, qui est essentiel au niveau là, de la rétention. J'ajouterais aussi, là, je pense, comme les entrepreneurs devraient déjà réfléchir à 2 ou 3 mesures additionnelles ou éléments à ajouter dans le portefeuille là, d'avantages sociaux fournis aux employés. Puis j'en choisirais 2 pour l'instant. Toute la question des programmes d'aide qui existent aux employés, les PAE. Donc, qui est une solution peu coûteuse pour une entreprise, mais avec la détresse psychologique ou ce que les gens peuvent vivre aujourd'hui dans une situation personnelle. Pour moi, c'est un avantage qu'il faut mettre dans notre portefeuille pour nos employés. Et de plus en plus, vous avez vu le télétravail, vous avez compris aussi que les
services de santé font du télétravail, donc les services de soins médicaux à distance, accès à un médecin en ligne. Donc, c'est également des programmes qui sont relativement peu coûteux pour une entreprise et qui sont drôlement efficaces sur le lien qu'on peut conserver comme employeur avec nos employés dans la période qu'on vit actuellement. Alors, je me tournerai là-dessus. Parfait, merci. René, j'aurais une dernière question. En fait, les gens se posent la question, est-ce qu'il y a des façons de faire que vous conseillez de changer, notamment au niveau des activités de représentation et également, si on fait des changements au niveau de nos activités d'affaires, comment on les communique à nos clients? En fait, ça se divise un peu en deux réponses. C'est comme deux questions, là, ce que je comprends. C'est sûr que pour les façons de faire au niveau de notre représentation, c'est sûr que les reprises des activités va se faire quand même tranquillement. Donc, il y a un changement progressif qui va se faire là, vers un retour vers certaines habitudes. Par contre, demain matin, si votre moyen de représentation, c'était de faire des rencontres de dîner avec des clients, c'est certain que si vous recevez un appel pour avoir une rencontre, un dîner demain matin, peut-être qu'il va y avoir un certain inconfort qui va se créer durant l'appel. Donc, c'est certain que c'est un processus, autrement dit, de représentation qui va se faire, mais à plus longue échelle, et il va falloir le valider, même peut-être dans 6 mois. Écoute, es-tu à l'aise? On irait se rencontrer, on ira au restaurant. Donc, tu sais, il va falloir valider avec le client, autrement dit, le certain niveau d'inconfort, là, justement, à de telles rencontres. Donc, ça, c'est une façon de faire votre développement de représentation. Si c'est de faire des représentations dans des congrès, dans des foires industrielles, où est-ce qu'il y a Full Congress Show, où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, ça aussi, c'est ce genre de type d'activité-là que ça va se faire, mais très, très graduellement. La reprise comme telle va peut-être plus se faire via une participation par des vidéoconférences. Donc, oui, un congrès, mais on fait ça en vidéoconférence. Donc, il faut revoir un peu les façons de faire, effectivement, là, pour la représentation. Dans un deuxième temps, communiquer l'information à nos clients pour des changements, mettons, d'heure d'ouverture ou des changements de type d'activité qui vont être effectués au sein de l'organisation. Conseil que je pourrais donner là-dessus, c'est, dans un premier temps, soyez transparent. C'est important d'informer les clients, mais à prime abord, je vous dirais, c'est surtout d'informer vos employés. C'est pas d'apprendre que des nouvelles façons de faire ou des heures d'ouverture différentes dans un changement d'horaire dans les médias. C'est pas très, très gagnant pour une organisation si je suis un employé que j'apprends que le vendredi, maintenant, on ferme à 7 heures au lieu de fermer à 9 heures. Donc, il faut s'assurer de bien communiquer en premier lieu l'information à l'interne avant de communiquer là, comme tel. Donc, le seul conseil que je pourrais vous dire là-dessus, c'est d'être transparent dans votre communication. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présentation. José, Mario, Martin et René. Il y a beaucoup d'autres questions qui nous ont été envoyées. Je vais m'assurer évidemment de vous les transférer dans vos régions. Probablement que vous aurez peut-être quelques suivis à faire là-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas, ceux qui ont envoyé des questions, on va les traiter. Si elles n'ont pas été traitées dans les réponses en direct. Réseau Mallette et Mallette, c'est une équipe de première ligne qui est là pour vous écouter, qui est là pour vous guider dans les différents services et leviers financiers dont vous pourriez bénéficier. N'hésitez pas à envoyer vos demandes, soit par le site de Mallette ou le site de réseaumallette.ca. On va avoir des équipes qui vont rediriger vos différentes questions avec grand plaisir. Et ceux qui voudraient revoir la vidéoconférence, elle a été captée, donc on va la rendre disponible sur réseaumallette.ca dans les prochains jours et vous recevrez une note à cet effet. Là-dessus, je vous remercie tous de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de COVID, en fait une bonne reprise de COVID et au plaisir de vous revoir tous bientôt dans nos prochains webinaires.